Salut à tous, c'est Bertus. Pour ma première vidéo et donc ma première émission, nous allons parler de l'un des tueurs en série les plus connus de tous les temps, Jack l'Éventreur. Juste le temps de faire quelques recherches et c'est bon, on est parti. À l'automne 1888, l'assassinat de prostituées dans le quartier londonien de l'East End sème la terreur. La spécialité du meurtrier, éviscérer ses victimes. Le mythe de Jack l'Éventreur prend forme et réveille les démons tapis sous le vernis de la société victorienne. Londres est à la fin du XIXe siècle la plus grande ville du monde occidental, capitale d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Elle incarne la toute-puissance d'une Grande-Bretagne dont l'économie et la diplomatie dominent alors la planète. La reine Victoria, montée sur le trône en 1837, devenue en 1876 impératrice des Indes, est le symbole vivant de cette suprématie que rien ne semble pouvoir entraver. C'est pourtant là, dans le quartier populaire de l'East End, près de Whitechapel, qu'une série de crimes atroces commis en 1888 contre des prostituées va tout d'un coup lever le voile sur l'envers obscur de la société britannique. Tout commence à la fin de l'été, le 31 août 1888, lorsque l'on retrouve à Bucks Row, dans une ruelle sombre de ce quartier ouvrier, le cadavre de Mary Ann Nicol, dite Polly. Cette femme de 43 ans, que la misère avait poussée à la prostitution, a été étranglée et massacrée. Une semaine plus tard, le 8 septembre, dans une arrière-cour du quartier de Spitalfield, on découvre le corps sans vie d'Annie Chapman. Elle aussi a été égorgée et viscérée. C'est à ce moment que la police commence à s'inquiéter. Et ils avaient peut-être raison. Car, à la fin du mois de septembre, deux autres victimes sont identifiées, prostituées occasionnelles elles aussi. Elizabeth Stride et Catherine Eddowes, cette dernière ayant été atrocement mutilée. Dans ce quartier populaire, recouvert du fog londonien, l'East End n'en était certes pas à ses premiers crimes. Mais ces meurtres sordides soulèvent l'indignation et suscitent une vive inquiétude dans toute la capitale britannique. L'absence de vol, la façon dont les corps des victimes ont été meurtris, tout laisse présager l'existence d'un seul et même assassin, aux motivations plus que perverses. Mais en l'absence de traces ou de témoignages, la police est totalement désemparée. Pourtant, quelques jours avant les meurtres d'Elizabeth et de Catherine, une lettre était parvenue à la centrale de presse britannique et avait été transmise aux enquêteurs de Scotland Yard. Elle revendiquait les deux premiers assassinats et en annonçait d'autres. Écrite à l'encre rouge, elle était signée Jack l'Éventreur. Et oui, tout ceci était digne d'un film d'action, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Cette dernière se transforme dès lors en une véritable panique morale. La presse populaire, qui prospère depuis le milieu du 19e siècle, connaît le potentiel des faits divers. Elle exploite donc sans état d'âme cette série de crimes sensationnels. The Star, un journal du soir fondé la même année, voit ses ventes passer de 20 000 à 200 000 exemplaires quotidiens, tandis que The Illustrated Police News, le premier des magazines exclusivement consacrés aux affaires criminelles, propose à ses lecteurs un résumé hebdomadaire et en images de l'enquête en cours. C'est la folie. Le retentissement dépasse aussi très vite les frontières du pays. Les critiques fusent envers la police. C'est la décadence. L'enquête peine à progresser. Elle est d'abord confiée au détective Edmund Reid,
responsable de la police municipale de Whitechapel, mais il est vite secondé par des enquêteurs de Scotland Yard. Durant les mois de septembre et d'octobre 1888, les policiers sillonnent les quartiers défavorisés et les asiles de nuit de l'East End. Ils distribuent des milliers de prospectus et d'appels à témoins, usent de chiens, etc., etc. Ils interrogent au total près de 2000 personnes, examinent les faits et gestes de plus de 300 d'entre elles, dont 76 bouchers, équarrisseurs et professions similaires. Plus de 80 suspects sont arrêtés, parmi lesquels figure John Pizer, un cordonnier juif de Whitechapel, surnommé Tablier de cuir. Il est immigré polonais et soupçonné par le quartier. Mais ni lui, ni aucune des autres personnes appréhendées ne correspond au meurtrier, et faute de témoignages fiables, il est impossible de l'identifier. À Whitechapel, des habitants apeurés se regroupent dans un comité de vigilance dirigé par George Lusk, un entrepreneur du bâtiment que les commerçants du quartier ont élu président. Le comité, qui organise des patrouilles de nuit, ne se prive pas de désigner d'éventuels coupables à la vindicte publique, ouvrant ainsi la chasse aux boucs émissaires. Beaucoup pensent que de telles horreurs ne peuvent avoir été commises par un Anglais. On dénonce donc rapidement les immigrés qui vivent dans ce quartier pauvre. Les plus nombreux sont des Juifs, 80 000 environ, qui ont fui la Pologne et la Russie. L'antisémitisme monte à grands pas. Cet investissement inédit témoigne de la vive émotion suscitée par les crimes, mais dépeint aussi un désir croissant de participer aux affaires publiques. L'affaire se complique encore lorsque d'autres lettres signées de l'éventreur parviennent au comité de Lusk. L'une d'elles, intitulée From Hell, depuis l'enfer, est accompagnée d'un fragment de rein droit qui aurait arraché à l'une de ses victimes. Cependant, l'écriture diffère profondément de la première lettre et beaucoup pensent à l'œuvre d'affabulateur. Et si, le dit Jack l'Éventreur, n'était qu'un coup monté par les journaux. Dans une lettre écrite en 1913 et découverte en 1993, l'inspecteur en chef de la police secrète de Londres, en 1888, fit mention d'un certain Francis Tremblay-Tay. Ces soupçons sont basés sur le passé de charlatan de ce médecin aux États-Unis et sur des témoignages de ses proches affirmant qu'il vouait une haine démesurée aux femmes. Il est qualifié de bétail. Ce suspect fut arrêté le 19 novembre 1888, Scotland Yard le soupçonnant d'être lié au meurtre des prostituées, puis relâché sous caution. Il s'enfuit finalement aux États-Unis et plusieurs enquêteurs furent lancés à ses trousses. Mais Tom Letaille parvient à disparaître mystérieusement en janvier 1889. Par la suite, on rapporta des assassinats étrangement semblables à ceux de l'éventreur dans le Far West, ainsi que 6 horribles meurtres à Managua. Tom Letaille mourut à Saint-Louis le 28 mai 1903. Au fur et à mesure des recherches, une idée germa en moi. Et si l'éventreur était en fait une éventreuse? Et si l'éventreur n'était pas un homme, mais une femme? Je me mis alors en quête d'informations et ne fus pas déçu. Je tombai sur un article qui disait que 124 ans après les meurtres, le mythe de Jack l'Éventreur engendrait toujours son lot de théories. Notamment, en 2012, celle d'un avocat à la retraite, John Morris, qui affirme que le tueur en série était une femme, Lizzie Williams. Cette Galloise était mariée au chirurgien John Williams, considéré comme un suspect potentiel par un spécialiste de Jack l'Éventreur. Lizzie Williams, 38 ans,
au moment des crimes, aurait visé ses 5 victimes par frustration et vengeance, car elle ne pouvait pas avoir d'enfant, avance John Morris. Pour appuyer sa théorie, il a épluché des centaines de documents d'époque, procès-verbaux, rapports d'autopsie. L'avocat souligne qu'aucune victime n'a été agressée sexuellement. Les effets personnels d'une des filles ont été déposés autour d'elle d'une manière typiquement féminine. 3 boutons appartenant à une bottine ont été découverts maculés de sang près d'une autre victime. Et les restes brûlés d'une cape, jupe et chapeau ont été retrouvés dans la cheminée de la dernière victime, Mary Kelly. Or, des témoins ont déclaré lors de l'enquête n'avoir jamais vu la jeune femme de 25 ans les porter. Mais Lydie Williams aurait arrêté sa folie meurtrière après avoir éliminé sa rivale. Peu après la fin des meurtres, la Galloise a souffert d'une dépression nerveuse, remarqua John Morris. Morte en 1912, elle n'a jamais été interrogée par la police. Ceci dit, John Morris n'est pas le premier à avoir émis l'hypothèse d'une criminelle. Le détective en charge de l'affaire en 1888 ne l'excluait pas. Dans les années 1930 était évoquée la piste d'une sage-femme pratiquant les avortements clandestins. En 2006, des prélèvements d'ADN sur les lettres qu'aurait écrit Jack l'Éventreur suggéraient que le rédacteur de ces missives était plutôt une femme. Sur la longue liste des suspects ayant retenu l'attention de la police londonienne est apparu un seul nom féminin, Mary Percy, exécutée en 1890 pour avoir égorgé la maîtresse de son mari. Faute d'avoir mis la main sur le meurtrier au fil des décennies, romanciers, criminologues et autres ont incriminé plus d'une quarantaine de personnes. Enfin, en 2007, Russell Edwards, un homme d'affaires britannique, décide d'acheter aux enchères un châle qui aurait été porté à l'époque par Catherine Eddowes, l'une des 5 victimes du tueur. Il veut alors s'assurer de l'authenticité des tissus et se prend au jeu. Il reçoit d'abord une lettre de son ancien propriétaire, lui assurant qu'il ne s'est pas fait avoir. En effet, il tenait cette étole de son aïeul, officier de police chargé de l'affaire à l'époque. Le châle aurait été transmis de génération en génération dans la famille, et ce, sans être jamais lavé. Mais un détail coince. Catherine Eddowes n'aurait sûrement pu s'offrir une pièce aussi finement réalisée. Autre détail qui inspire Russell Edwards, et c'est une discussion qu'il tient avec l'officier de Scotland Yard chargé du musée du crime de cette institution. Il affirme que les enquêteurs de l'époque ont toujours été convaincus de l'identité de Jack l'Éventreur. Parmi les suspects, tous pensaient voir en Aaron Kosmanski le coupable idéal. Cet homme fut enfermé pour démence quelque temps après les meurtres de Jack. Une descendante de la sœur d'Aaron Kosmanski est alors contactée et joue le jeu. Le test ADN donne une parfaite correspondance. Ce sont bien les deux mêmes ADN. 126 ans après les faits, en 2014, l'enquête semble résolue. Mais la lumière totale sera-t-elle faite sur l'ombre qui plane encore sur cette légende? Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est ma première vidéo, donc j'ai un peu galéré, mais en tout cas, je me suis bien amusé à la faire. Et bien, à bientôt!